de deux avec l'orateur précédent, puisque lui, c'était la réanimation du déchocage, mais le déchocage, comme il l'a rappelé à juste titre, peut parfois durer 8, 10 heures, 12 heures, parce qu'il y a de l'évacuation sanitaire ou autre. Hein, donc Et puis, donc, moi, c'est la réanimation des 24 premières heures, donc on va s'adresser forcément aux brûlés les plus graves. Et donc, je tire encore un peu de mon expérience du fait d'entourer l'équipe du CTB de Mercy à Metz. Pas beaucoup de conflits d'intérêts, si ce n'est d'être coprésidente de la Société française de brûlologie. Alors, comme l'orateur précédent, Thomas Leclerc, j'ai repris finalement la base des RPP avec la SFAR de 2019. Et comme lui, je vais utiliser cet algorithme qui finalement nous a beaucoup aidé l'élaboration de cette gradation de la gravité des patients et de leur orientation. Pour donner un peu le fil conducteur de mon topo. Alors, c'est un topo qui est plus adressé effectivement aux non-spécialistes de la brûlure. Les spécialistes vont peut-être trouver des choses un peu courtes. Néanmoins, j'y ai mis un peu de physiopathologie puisque, comme l'a rappelé Thomas, finalement, dans la réa, on a déjà le temps de réfléchir, alors que pendant le déchocage, il faut aller à l'essentiel. Alors, qui sont les patients qui vont en réanimation? Sans surprise, hein, les plus graves, donc les grands brûlés, c'est les patients choqués pour quelle que soit la raison, ou en détresse respiratoire. En grade B, c'est les patients qui ont une grande surface cutanée de brûlure. Mais très fréquemment, et peut-être plus souvent d'ailleurs, c'est des patients qui ne viennent pas tellement pour la gravité de la brûlure, mais finalement pour le terrain, les comorbidités, l'âge, les maladies autour de cela, et puis peut-être quelques lésions ou quelques lésions spécifiques fonctionnellement importantes qu'on prend en charge, comme les brûlures électriques, comme l'a rappelé tout juste lors de la précédente question. Alors, qui sont ces patients? Comment se brûlent-ils? En fait, il ne faut pas beaucoup chercher, et le topo sera à propos des brûlures thermiques, hein, et pas du tout le reste. Dans la pratique civile, en tout cas de nos pays chanceux, nous avons principalement de la brûlure thermique, quel que soit le mécanisme, hein, depuis la flamme, l'eau bouillante, les vapeurs. Le reste est devenu extrêmement, au fil des années même, hein, depuis ma pratique que j'en fais en 15 ans, le reste est devenu vraiment beaucoup plus rare. Hein. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment des exceptions par rapport à la brûlure thermique, donc qui sera, dans la plupart des écrits, sera vraiment le modèle d'expérience. Très très rapidement, puisque comme on a dit, la pédagogie c'est la répétition. Vous rappelez, pour ceux qui sont moins à l'aise, la peau avec ces trois éléments, l'épiderme, le derme, le tissu sous-cutané. La brûlure, c'est une lésion du derme, plus ou moins profonde, mais la caractéristique c'est l'atteinte du derme, et la caractéristique du second degré c'est la phlyctène. Et c'est au centre de brûlé qu'on va l'ouvrir, et non pas au déchocage. Hein. Pour le transport, on laisse en l'état tout ce qui sont les phlyctènes, ampoules, etc. On ne défait rien, on ne fait que de l'emballage. Par contre, au centre de brûlé, pour avoir la meilleure évaluation de la brûlure et de sa surface, la profondeur et de sa surface, on va donc exciser ces phlyctènes pour évaluer aussi le derme sous-jacent et voir ses qualités de survie ou pas. Et donc, la brûlure de 3e degré, c'est une destruction complète du derme. Cette lésion est totalement dévitalisée. C'est du carton, du cuir. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité que de l'exciser pour arriver à une reconstruction. Alors, si je reprends les différentes étapes de l'algorithme de la RPP, on a pris le A, normalement, les collègues extra-hospitaliers ont fait ce qu'il faut pour assurer l'airway. Il arrive néanmoins qu'il y ait des patients qui décompensent secondairement dans les 24-48 premières heures sur peut-être de la pneumopathie ou de l'épuisement, où on peut être amené à faire une intubation qui sera toujours de séquence rapide. Hein. On est dans la traumatologie. Hein. Le brûlé, il faut prendre beaucoup de choses vraiment en regard avec un traumatisé. Donc là, rien de particulier. La fibroscopie sera faite s'il y a une suspicion d'inhalation de fumée, bien entendu. Donc on a déjà vu des images dans le topo précédent, mais c'est la présence de plus ou moins importante de suie, de sécrétion noirâtre sur plus ou moins l'ensemble de l'arbre bronchique. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que cet aspect
bronchique nous sert à caractériser qu'il y a eu inhalation de fumée. Par contre, elle n'est pas reliée à la gravité de la détresse respiratoire ou de la pneumopathie qui va arriver. Néanmoins, ça fait partie du bilan initial. La ventilation, je ne m'attarderai pas pour tout réanimateur présent. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de recommandation spécifique. Il y a eu beaucoup d'essais dans les 20 dernières années sur différents aspects de la ventilation. On en revient à la ventilation protectrice pour toute défaillance respiratoire et pneumopathie en réanimation, le VT contrôlé, le pressoplateau contrôlé, la bonne FiO2. On ne change pas cette pratique de la réanimation. Par contre, pas d'antibiotiques systématiques. C'est la mantra, et y compris en cas d'inhalation de fumée. Néanmoins, c'est un facteur de risque, et je ne sais pas, peut-être l'orateur suivant parlera, c'est un facteur de risque extrêmement important d'infection du poumon secondairement. Mais malheureusement, on ne la prévient pas en mettant deux principes, une dose d'antibiotiques. Alors, la réanimation hémodynamique est un peu la base, mais c'est la base du choc, c'est la base du traumatisé, c'est la réanimation hydrique. Alors, effectivement, là, chaque pathologie a un peu ses recommandations. Donc, on a une formule qui est basée sur une expérience publiée de presque 100 dernières années, qui arrive à nous donner donc une formule qui est gradée selon le temps de survenue, donc une première période par rapport à la survenue de la brûlure, à 2000 kg par %, puis jusque dans les 24 heures qui suivent, cette même quantité. Ceci est indicatif. C'est tout simplement pour nous aider à se dire combien je passe. Parce que intuitivement, un brûlé de 50% de 80 kg, c'est 8 litres qu'il faudra ajuster. Peut-être on en passera un peu moins, peut-être qu'on en passera un peu plus. Mais si on n'a pas fait le calcul au préalable, on n'imagine pas ou on risque de se retrouver très en dessous des besoins du patient. Donc il faut adapter, on l'a déjà dit, même en préhospitalier, on adapte le débit aux données du monitorage. Alors les premiers monitorages sur un patient qui ne serait pas dans un état de choc incoercible, ça peut être des données assez simples de la clinique et un peu de biologie, c'est-à-dire PAM à peu près maintenu. On ne se base pas sur la fréquence cardiaque, ces patients sont hyperadrénergiques, sont inflammatoires, ils sont tachycardes, donc on ne se fixe pas tellement sur un seuil de fréquence cardiaque. Et on essaye de maintenir cette diurèse entre 0,1 et 1 ml/kH. Si on n'a aucun signe d'hypoperfusion, basé sur les lactates par exemple, on peut commencer à réduire le débit horaire de cette hydratation. Alors pourquoi on serait obsédé par déréanimer très tôt ? Mais en fait, on se rend compte que si on n'a pas cette gymnastique mentale et cette attention particulière, on va avoir ce fameux fluid creep, on va laisser s'installer une hyperhydratation avec un œdème qui aura ses conséquences. Alors cette adaptation, bien sûr, à un moment donné, on va avoir des patients en état de choc et on se retrouve dans l'adaptation du patient en état de choc. Il faudra tester son état hémodynamique et on peut se trouver peut-être pris en défaut par ces paramètres un peu simples qui sont très utiles, c'est robuste, mais on peut être pris en défaut à partir d'un moment donné, votre patient est choqué, il devient urique, donc vous n'avez plus ce paramètre de surveillance à ce moment-là. Il faut un peu sophistiquer le monitorage, comme pour tout patient en état de choc. Est-ce que j'ai besoin de connaître ce volume d'éjection systolique? Est-ce que je suis d'une école où on utilise encore un peu la PVC, la saturation veineuse en oxygène? Enfin, vous utilisez finalement les mêmes outils, et surtout les outils que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser pour évaluer les vaisseaux, le cœur. C'est ces deux aspects qu'il nous faut. Et donc, si vous avez par exemple des arguments d'hypovolémie, alors l'échographie va parfois être prise en défaut, voire souvent, encore vous faut-il une fenêtre. S'il y a une brûlure de 3e degré sur la fenêtre échographique, vous n'allez pas pouvoir observer le cœur. Donc on se revient peut-être à la PVC, peut-être à la CO2, peut-être à des choses moins classiques. Et puis sinon, il faut aussi faire un monitorage plus invasif, retourner vers le PICO, vers des façons plus invasives d'évaluer le volume d'éjection systolique. En tout cas, comme en réanimation habituelle, si la tension artérielle ne répond pas à votre hydratation habituelle, on fait un test de remplissage, on regarde si le volume d'éjection systolique suit, si la PVC suit ou pas. Et si vous avez des signes d'hypovolémie, à ce moment-là, vous remajorez l'hydratation de 20%. Donc c'est des incréments
Et on l'a vu, si la brûlure est étendue, sans doute introduire dans votre protocole de remplissage l'albumine. On verra tout à l'heure pourquoi c'est important. Deux choses qui arrivent assez rapidement chez ces patients, c'est la vasoplégie, par le syndrome inflammatoire, dans tous les sens du terme, qui arrive, et une dysfonction myocardique qui est assez précoce, liée vraiment à l'étendue de la brûlure. C'est une inhibition cardiaque, il y a plusieurs mécanismes qui ont été décrits, mais qui est transitoire. Cependant, c'est intéressant de savoir que vous êtes dans cette phase-là, parce que là aussi, il va sans doute falloir faire attention aux quantités de remplissage, parce qu'il y a des organes qui vont payer, la peau, le poumon et peut-être le rein. Et peut-être là-dessus, ça demande un peu de finesse médicale. Parce que, c'est pour couper un peu l'ambiance, qu'est-ce qu'il veut, le réanimateur de brûlologie? Il veut que son patient ait une diurèse. Mais je vous rassure, tout réanimateur veut un sac de pipi rempli. Sinon, on n'est pas tranquille. Sinon, on se fait appeler la nuit par l'infirmière. Alors, je vais vous raconter les malheurs de Scratch sur son glacier. Vous connaissez tous l'âge de glace. Donc, lui aussi, il a des problèmes de fuite d'eau. Donc, il veut une diurèse, mais le problème, c'est qu'il y a la perméabilité vasculaire. On essaye de la boucher, mais on n'y arrive pas. Et non seulement ça fuite, mais en plus, on a l'œdème. Voilà, les mésaventures de Scratch. Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a néanmoins de la vraie physiopathologie dessous. Si je reprends cette coupe en épaisseur de la peau et une brûlure qui survient, l'œdème du brûlé et le choc qui s'ensuit, c'est deux acteurs, la matrice interstitielle et l'altération des vaisseaux. Il y a une première chose qui se passe pendant les 12 premières heures, et c'est là où la réanimation initiale est super importante. Elle est transitoire, précoce et profonde. Il y a par la lésion de la brûlure directement une lésion, une destruction de la matrice extracellulaire. De ce fait, il y a une modification de la pression interstitielle qui va être abaissée de façon très brutale et additionnée à une perméabilité capillaire liée à la chaleur, à la brûlure, vous allez avoir une fuite d'une plasmarragie, mais dans la zone brûlée. Et la zone brûlée va devenir une espèce de gangue très, très inflatée. Et c'est ça la première cause de l'hypovolémie de redistribution chez ces patients-là. Mais on n'a pas fini. Dans les heures qui suivent, et cette fois-ci de façon très prolongée, survient un deuxième phénomène. Et celui-là, il est prolongé, c'est l'œdème de l'inflammation. Par les médiateurs de l'inflammation, j'ai une perméabilité capillaire, cette fois-ci d'origine purement inflammatoire, mais qui concerne l'ensemble de l'axe vasculaire. Et comme en plus, vous avez une baisse de pression oncotique majeure par l'exsudation et la perte d'albumine, par l'exsudation, la plasmarragie, il va y avoir une fuite secondaire cette fois-ci, mais cette fois-ci non seulement dans les zones brûlées, mais aussi dans les zones non brûlées. Et cette fois-ci, l'hypovolémie persiste sur les 2-3 jours qui persistent. Donc vous voyez qu'on a toutes les raisons d'avoir une hypovolémie centrale, interne, intravasculaire, combinée malheureusement à cet œdème qu'on voudrait éviter parce qu'elle risque d'aggraver la lésion initiale et surtout peut-être aggraver aussi les chances de cicatrisation. Alors ce choc survient, il faut au moins une brûlure de 20 à 30% de surface. Les plus petites surfaces n'aboutissent pas à ce choc ou en tout cas sont assez faciles à contrôler par une hydratation, y compris orale. Alors quelles sont les répercussions d'organes? Alors, je viens de trouver l'article de Mathieu Legrand, qui était à Saint-Louis, dans le centre de Brûlé, qui s'est beaucoup intéressé à un moment à la brûlure, qui vient de publier dans une très, très belle revue, et qui nous fait un peu le point du rein victime de la brûlure. Et j'ai bien aimé ce schéma où il faisait un peu la synthèse. Finalement, qu'est-ce qui fait que, dans une brûlure grave, le rein peut souffrir? On a souvent des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë, certains aboutissent même à l'hémofiltration. En premier, et de façon immédiate, c'est évidemment les perturbations hémodynamiques, comme pour tout état de choc. Peut-être plus anecdotique, on voit que c'est plutôt en bleu, un peu d'hémolyse,
la rhabdomyolyse pour les patients qui auraient eu une brûlure électrique, par exemple, ou associée à un Crush syndrome. L'utilisation de drogues néphrotoxiques, bon, l'hydroxocobalamine, après, c'est du bénéfice-risque. S'il y a une vraie intoxication au cyanure, c'est bien de l'administrer. Effectivement, si on s'est trompé et qu'on ne l'a pas mis au bon malade, l'hydroxocobalamine, le cyanokit, c'est surtout un très bon vasoconstricteur aussi. Hein, donc, c'est quand même un médicament. La pression, enfin, la ventilation en pression positive, oui, c'est hémodynamique, hein, mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien le faire. Puis après, évidemment, au fil des heures, arrivent des événements secondaires, l'inflammation, la chirurgie. On a commenté avec Thomas Leclerc que peut-être que tous ne sont pas opérés à 48 heures, en tout cas pas dans nos centres. Et bien sûr, le choc septique sera aussi un élément important. Alors moi, à partir de ce tableau, je me suis intéressée aux poumons. Parce que alors, s'il y en a un qui est un grand blessé de la brûlure, c'est bien le poumon, pour différentes raisons. D'une part, il peut être touché par l'inhalation de fumée, tout simplement, hein, où il y a des toxiques qui vont abîmer la membrane alvéolo-capillaire, qui vont même altérer l'épithélium bronchique et entraîner une réaction inflammatoire locale avec une extravasation de liquide dans le tissu interstitiel. Puis on va beaucoup remplir, hein, on a vu, puisque le patient a peut-être une brûlure grave. Et avec le syndrome inflammatoire général qui arrive, on a aussi une perméabilité capillaire au niveau pulmonaire qui arrive. Et donc, il y a de l'eau qui rentre aussi par là. Donc, vous voyez que ce poumon, il est triplement malmené au cours de la brûlure. En plus, il y a l'inhalation de fumée. Alors, si je reprends le petit tableau, pareillement, le poumon, il va être touché d'emblée pour des réseaux hémodynamiques et de remplissage, en l'occurrence de sepsis et d'affection propre même du poumon, pas seulement j'ai l'altération pulmonaire d'un sepsis général, je suis aussi infecté, l'inhalation de fumée bien sûr, puis après on peut redécliner toutes les causes d'altération pulmonaire, hein, qui sont un peu similaires à celles du rein. En tout cas, je trouvais que c'est une façon extrêmement intéressante de présenter les répercussions d'organes. Alors la réanimation, c'est avant tout prévenir les complications. En tout cas, on parle des 24 premières heures, hein, donc je ne serai pas exhaustive, hein, mais les complications, c'est quoi? C'est l'hypothermie. Alors, paradoxalement, les pansements entraînent l'hypothermie, mais c'est aussi une prévention de l'hypothermie. Un patient emballé va avoir moins d'exsudation et donc moins de pertes thermiques. Tout ça pour éviter les troubles de coagulation et des troubles métaboliques. L'agitation, le délirium, hein, c'est soit lié à la douleur ou aux intoxications ou à peut-être mésusages de l'anesthésie. Donc, c'est bien analyser nos modalités de sédation. On a essayé d'extraire un maximum les benzodiazépines, mais ça, on fait un peu comme dans toutes les réanimations. Et en tout cas, dans le centre à Mercy, l'équipe a développé, pas tant pour la sédation que pour les anesthésies successives, une utilisation du Dexdor qui est très utile dans la gestion, à la fois la prévention du délirium, la gestion de la douleur, enfin tout ça est très intéressant, avec une désédation le plus précoce possible des patients. La douleur, ça est le métier de l'anesthésiste, hein, c'est l'analgésie multimodale, ne pas utiliser l'ALR quand elle est utile, que ce soit pour la chirurgie, les pansements ou autre chose, et puis éviter d'accumuler les morphiniques autant que possible. Prévenir la dénutrition, on l'a déjà dit, la nutrition entérale précoce, c'est sûrement des mesures les plus bien démontrées chez les brûlés, il faut démarrer la nutrition entérale dans les 12 heures qui suivent le traumatisme, parce que le fait de démarrer la nutrition va éviter la survenue d'alinéus, en sachant qu'à brûler, il n'y a pas de raison que ces tubes digestifs ne marchent pas, donc il faut l'utiliser le plus tôt possible. Et bien sûr, on a tout un protocole de vitamines et d'oligo-éléments avec des pertes spécifiques chez le brûlé, comme le cuivre, par exemple. Les complications thromboemboliques sont devenues plus rares, hein, comme pour le reste de la réanimation. Après un passage initial par l'héparine non fractionnée, pour des raisons de prise en charge initiale, dès que possible, les HBPM sont bien sûr beaucoup plus efficaces dans cette prévention, et c'est devenu quelque chose de, je ne vais pas dire d'oublier, mais c'est devenu un peu plus anecdotique. Alors les infections, hein, ça reste évidemment le grand problème du patient brûlé. Et c'est la première cause de mortalité, le choc septique chez les patients, et c'est extrêmement corrélé à la surface cutanée brûlée. Tant que la
le recouvrement cutané n'est pas atteint tant qu'on n'a pas fini la cicatrisation du patient, il est à risque d'infection d'origine cutanée, infection des cathés. Le poumon est évidemment une cible d'infection importante, donc c'est vraiment l'obsession d'arriver au recouvrement cutané. Le pansement initial, il est essentiel pour conforter le bilan initial que nous aurait transmis en extra-hospitalier. Et il faut évidemment y respecter une asepsie stricte et un contrôle thermique important, l'anesthésie de qualité pour que le patient ne développe pas un recul et un rejet des pansements, c'est très important. Pas d'antibiotiques systématiques pour quelque raison que ce soit, hormis d'avoir été trouvé dans un champ de contamination, hein, mais pas d'autre chose. Et les seules chirurgies urgentes, hein, là je parle des 24 premières heures, c'est pour lever des compressions, hein, c'est les escarotomies, c'est l'incision des escarres de brûlure qui seraient en plus infiltrées par l'extravasation, les fasciotomies plus rarement en cas de compression des loges musculaires. En conclusion, à nous deux, en pré et en intra-hospitalier, les 24 premières heures, on assure la survie du patient. Attention, c'est très limité, hein. On optimise les fonctions vitales, on prévient les complications. Et après, c'est pour préparer la suite. Et la suite, c'est une équipe multidisciplinaire et experte. Il nous faut des expertises infirmières, chirurgicales, parce qu'il faudra cadencer la chirurgie et le recouvrement cutané. Notre expertise d'anesthésiste réanimateur, évidemment, qui est large, hein, depuis l'analgésie jusqu'à la nutrition. Et bien sûr, les rééducateurs, hein, pour prévoir aussi, cadencer la meilleure motricité de ces patients. La recherche sera essentielle. On regarde avec beaucoup d'intérêt les substituts cutanés, les impressions 3D là, qui arrivent. Il y a déjà des tests en cours, notamment à l'APHM. Et puis, un sujet qui m'intéresse beaucoup, évidemment, ce serait l'immunité et l'inflammation. Je vous remercie.